Et les questions, il y en a. À quoi peut bien servir un tel procès d'une telle envergure? Que va-t-il apporter aux victimes, à leurs proches, à l'histoire aussi avec un grand H? Autant de questions qui sont au cœur d'un vaste projet de recherche mené entre autres par l'historien Denis Péchanski. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Bertrand Gauthier, vous êtes donc resté avec nous. Vous êtes rescapé du Bataclan, secrétaire général de l'association Life for Paris. On va peut-être commencer avec vous, monsieur Péchanski. Ce procès, on l'a vu, il est différent des autres. Le président de la Cour d'assises lui-même a utilisé ces mots qu'on entend beaucoup, hors normes, historiques. C'est vrai qu'en général, ce sont des mots plutôt galvaudés. Vous qui êtes historien, qu'a-t-il vraiment d'historique ? La difficulté avec ce procès, c'est qu'il est à la fois un procès classique dans le sens, et c'est là où c'est compliqué aussi pour les parties civiles, que l'objectif, c'est de savoir si les personnes qui se trouvent là sont coupables ou pas. On ne juge pas le 13 novembre, on juge les personnes qui sont là, au tribunal. Et en même temps, pour les juger, on a besoin d'être en perspective avec un événement d'une importance historique majeure, que sont ces attentats du 13 novembre. Donc c'est là où c'est difficile, c'est de la même façon, je vous prends l'exemple, souvent c'est le procès Papon. Bon. Et souvent on est, ah ouais, c'est le procès de Vichy. Oui, sauf que Papon, il est condamné à 10 ans de prison. Ça veut dire quoi? Que Vichy est condamné à 10 ans de prison? C'est absurde. Bon. Mais en revanche, c'était indispensable de comprendre ce que c'est qu'une procédure judiciaire et d'avoir en même temps l'idée que c'est un procès historique parce qu'il renvoie à cette histoire-là. Et ça, c'est absolument crucial parce qu'en même temps, c'est le point d'aboutissement d'un processus d'une richesse exceptionnelle dans le travail qui a été fait par les juges d'instruction et plus globalement des policiers et des juges. On a là plus de 450 dossiers, 1 million de feuilles et documents, plus des objets de toutes sortes. Et honnêtement, pour l'essentiel, on a reconstitué tout ce qui devait être reconstitué. Ouais. Et on a 300 avocats et l'un d'eux est avec nous ce soir, Frédéric Forgues. Merci d'être avec nous, maître Forgues. Peut-être d'abord la première question, vous, comment avez-vous vécu cette première journée ? Avec un peu d'appréhension, de surprise. On a découvert tout le dispositif de sécurité qui avait été mis en place et les conditions d'accès à la salle qui sont assez restrictives. La sécurité est assez imposante. De l'angoisse, comme c'est toujours le cas aux assises et singulièrement dans ce procès qui est hors norme. Et puis l'audience a commencé. Et puis voilà, nous avons joué notre rôle. Et puis c'est un procès, peut-être pas comme un autre, mais c'est un procès qui débute et qui devra aller à son terme. Frédéric Forgues, j'entends un avocat qui disait clairement que son client allait, oui, dire pardon aux victimes. C'est loin d'être le cas de Salah Abdeslam. Que vous inspire l'attitude du seul membre en vie des commandos de Paris et de Saint-Denis ? Alors en effet, il y a eu on peut dire des incidents, enfin des déclarations qui ont été faites. Écoutez, je ne peux pas préjuger de ce qui va se passer pour la suite, mais en tout cas, après plusieurs années de mutisme, M. Abdeslam a, semble-t-il, décidé de prendre la parole et a fait des déclarations assez fracassantes qui étaient, de mon point de vue, assez attendues. Mais voilà, on verra ce que le déroulé du procès nous réservera. Et en tout cas, il a pris la parole et faire des déclarations. Combien de victimes Comme vous l'avez défendez-vous ? rappelé. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de victimes vous défendez et aussi quel est leur état d'esprit, au fond, aujourd'hui ? Alors absolument, je défends 5 parties civiles, 5 victimes des 3 scènes, des 3 lieux des attentats du 13 novembre, donc le Stade de France, les terrasses et le Bataclan. Et écoutez, ça dépend des parties civiles. Alors mes clients, pour l'instant, n'ont pas souhaité venir. En l'état, ils ne déposeront pas devant la cour d'assises et puis leur psychologie dépend, mais en tout cas, ils sont très inquiets, tous traumatisés bien entendu. Et voilà, je suis là pour porter leur voix et puis leur rendre compte fidèlement de l'audience telle qu'elle se déroule et à laquelle je serai présent tous les jours. Et restez avec nous, Frédéric Forgues. On vous retrouve dans quelques instants. On va continuer à donner la parole. Là, c'était via, bien entendu, l'avocat de 5 victimes. Mais on va continuer avec Clément, Aline et Gina Lunchiesa de donner la parole à ces victimes, en l'occurrence 2 rescapés du Bataclan, tout comme notre invité Bertrand Gauthier. Reportage. Loin de Paris, qu'elle ne supporte plus à cause du bruit, Stéphanie, 48 ans, est une rescapée du Bataclan. Elle se souvient encore de ce concert du 13 novembre 2015 où elle s'était rendue seule.
La salle était pleine comme un œuf, mais vraiment pleine, archi pleine. Ce soir-là, sur scène, les Eagles of the Death Metal. Stéphanie prend une photo, mais très vite, elle entend des coups de feu. J'ai entendu les gens crier, tomber les uns sur les autres, vraiment se coucher comme des épis de blé, en fait, sous le vent. Je me suis accroupie et c'est là où j'ai vu un des terroristes au niveau de l'entrée, un ombre chinoise avec une casquette. Et j'ai voyé les éclairs sortir de l'arme automatique. La jeune femme réussit à s'échapper de la salle de concert et court. Au même moment, Daniel Pseny, un ancien journaliste du Monde, est chez lui, derrière le Bataclan. Et là, quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai vu que c'était pas que des coups de pétard, c'était vraiment des tirs avec des gens qui hurlaient, c'était le chaos et ça ressemblait même à la guerre. Le journaliste filme la scène. Qu'est-ce qui se passe ? À 21h50, les coups de feu s'arrêtent. Daniel descend alors de son immeuble et arrive à secourir un blessé. Et j'ai refermé la porte de mon immeuble et avant de refermer, j'ai jeté un coup d'œil dans la rue pour voir ce qui se passait. Et c'est au moment où je me penchais pour voir ce qui se passait que j'ai pris une balle dans le bras. J'ai 3 doigts qui sont quasiment inutilisables, beaucoup de difficultés un peu à marcher, mais aussi une grosse prise de poids, des choses comme ça. Enfin. Des séquelles physiques, des blessures invisibles et psychologiques qui hantent encore les victimes de cet attentat. On ne se reconnaît plus. On est bouffé par l'angoisse, on fait des cauchemars, des crises de larmes qui surgissent d'un seul coup, des crises de panique. Des victimes encore très traumatisées alors que s'ouvre le procès. Là, je me sens un peu plus solide pour encaisser les informations sur l'enquête, sur les réseaux, comment ça s'est constitué, comment ça s'est préparé. Et en revanche, je ne témoignerai pas. Voilà. Pourquoi est-ce que vous voulez pas témoigner ? Parce que j'ai atteint un équilibre, il est encore fragile et j'ai pas envie de le mettre en péril avec le stress d'un témoignage. Contrairement à Stéphanie, Daniel a lui choisi de témoigner à la barre. On attend la vérité. Bon, je ne suis pas sûr qu'on l'aura la vérité avec, comme il y a que Salam Abdeslam qui est dans le box des accusés. Et donc à partir de là, de montrer aussi au monde, mais aussi aux terroristes, que la France est un état de droit et que même les accusés ont des avocats, ils peuvent s'exprimer et que nous on est en démocratie et que face à la barbarie, c'est toujours la démocratie qui gagnera. C'est pour ça que j'ai dit pas que. Voilà pour ces témoignages. Bertrand Gauthier, vous réagissiez, vous connaissez bien Stéphanie. Quel est votre rapport d'ailleurs au sein de l'association, j'imagine ? C'est devenu... On ne se connaissait pas avant ce soir-là, c'est devenu plus qu'une amie aujourd'hui. Donc ça me fait toujours chaud au cœur de la voir. Ça revient beaucoup. Chaque année, quand on commémore ces attentats, certains disent que c'est une occasion de nous revoir une fois par an. Qu'est-ce que vous partagez en commun ? Tellement de choses, et puis beaucoup plus qu'une fois par an. Certains, oui, on n'arrive pas à se voir plus que ça, mais avec Stéphanie, on se voit, et beaucoup d'autres, on se voit très régulièrement. Stéphanie est au conseil d'administration, au bureau de l'association aussi, Life for Paris. Donc on travaille ensemble pour essayer de filer un coup de main à ceux qui vont encore plus mal que nous. Tout ce qu'on met en place, c'est pour ce collectif-là, c'est pour les gens qui ont besoin d'écoute, de soutien, d'accompagnement, d'une oreille attentive, d'expertise qu'on peut mobiliser autour d'eux pour répondre à leurs questions, parce qu'il y a tellement de questions que les gens se posent encore. Est-ce que vous pensez que les autorités françaises ont été à la hauteur par rapport justement à celles et ceux qui sont... C'est difficile de dire ça. Dans l'assaut, pareil, en groupe, on est un peu plus de 700 personnes. Il y a des gens qui vont dire, oui, l'État s'est bien occupé de moi, jusqu'au fonds de garantie, c'est très bien passé. Puis d'autres vont dire, c'est un scandale absolu. Donc c'est difficile de répondre de manière franche comme ça à cette question. Sur certains aspects, l'État fait et continue à faire tout ce qu'il peut. Sur d'autres, il y a clairement encore des couacs aujourd'hui. La web radio qui a été mise à disposition des parties civiles pour écouter, pour entendre le procès en quasi direct. J'ai appris aujourd'hui que pour s'y connecter, une de nos amies nous l'a dit, il faut être absolument en France métropolitaine.
C'est-à-dire qu'elle était en Guadeloupe et elle ne pouvait pas avoir accès à la web radio alors qu'elle est partie civile. Et qu'on Les est en gens à France, en l'étranger, Guadeloupe. c'est pareil. Ben oui, c'est encore un couac. Cette web radio, c'est une super idée. On a milité pour qu'on ait accès à des outils comme ça. On remercie la justice française d'avoir fait ce boulot-là. C'est extraordinaire. C'est une première. Donc c'est très très bien. Malheureusement, on se rend compte que voilà, le jour J, ça pédale dans la smoule. On va retourner au palais de justice avec vous, maître Frédéric Forgues. Tony Péchanski disait quelque chose qu'on entend rarement. Il dit attention à une chose dans ce procès, on juge des accusés, des prévenus, on ne juge pas les attentats du 13 novembre. Quand Maurice Papon a pris 10 ans de prison, ce n'est pas le régime de Vichy qui a pris 10 ans de prison. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et si je puis dire, peut-être pas une mise en garde, mais une précaution? Alors oui, indubitablement, mais non à la fois. C'est-à-dire que ce sont des accusés que l'on juge, mais certains sont accusés de diriger une entreprise terroriste. Le contexte international et syrien notamment sera évoqué. Voilà, donc il y aura quand même une dimension historique et géopolitique indubitable. Voilà, même si ce sont en effet des accusés que l'on juge particulièrement, mais le contexte sera omniprésent et voilà. Vous allez les interroger à la barre, ces accusés? L'histoire sera évoquée avec le. Oui, c'est tout à fait possible, absolument. J'allais dire que le président Hollande déposera aussi, hein, donc voilà. C'est à ce titre aussi que, on sait qu'il a été d'ancien chef de l'État qu'il a été cité, et donc voilà, ça c'est éminemment historique et géopolitique. Mais vous, en tant qu'avocat, vous direz... Oui, je me réserve tout à fait la possibilité de... Oui, on n'en est pas encore là, la possibilité de lui poser des questions. On n'en est pas encore là, mais vous direz, j'ai réussi ma mission dans 9 mois, si quoi? Si les condamnés les accusés sont lourdement condamnés, si vos clients ont des réponses sur qui a commandité tout cela, comment ça s'est fait? S'il y a eu des failles aussi? C'est cela, oui. Sur la manifestation de la vérité. Alors c'est une formule qui est un peu faite et l'expérience démontre que le procès n'amène jamais la vérité complète, tout simplement des images et puis on peut se faire un point de vue. Donc c'est ça, oui, participer à la manifestation de la vérité, porter leur voix. Après, si je considère en âme et en conscience et à l'étude du dossier et après l'audience que certains accusés, que les accusés sont coupables, voilà, je plaiderai en ce sens. Mais je ne suis pas l'accusation, la partie civile n'est pas l'accusation. La partie civile porte la voix des victimes. La voix des victimes. Denis Péchanski, on va parler de votre projet, de votre démarche et de ce programme de recherche. Mais d'abord, vous vouliez réagir en écoutant maître Frédéric Forgues? Oui, on était bien sûr en accord sur la dimension historique du procès qui accompagne la singularité de ce qu'est un procès. Non, je pensais, c'est pas par rapport à son intervention, c'est par rapport au témoignage de Stéphanie Zareb. Stéphanie est aussi une chercheuse à l'INSERM, donc elle connaît très bien tout ce qui est recherche biomédicale, et donc elle connaît très bien tout ce qui est la pathologie centrale qui accompagne les chocs traumatiques et les événements traumatiques, qui est le trouble de stress post-traumatique, et qui est au cœur du travail que nous faisons aussi, et qu'on constate évidemment chez de nombreuses victimes, ce qui est logique. Voilà, ce sont des gens qui présentent les symptômes habituels, le ressassement, les images intrusives qui vous viennent complètement décontextualiser. Et il y en a encore aujourd'hui qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire qui sont polarisés sur une scène d'horreur, sur une image d'horreur, et le reste est flou. Et l'évitement, c'est-à-dire tout ce qui permet d'éviter la survenue de ces images est privilégié. On ne va plus dans les restaurants, on ne va plus évidemment les salles de spectacle. Mais même pire, on ne prend plus les transports en commun. Bon. Alors, donc toutes les thérapies, ce que je veux simplement dire là-dessus, toutes les thérapies ont le même objectif. C'est de renvoyer dans le passé un événement qui restera douloureux, mais qui sera dans le passé, parce que la définition du trauma, c'est d'être la présence du passé dans le présent comme présent. Ça vous envahit. Et donc, tout doit être fait
pour le mettre dans le passé. Mais la douleur disparaîtra pas. Simplement, on construira un récit. Et l'enjeu, et ça me permet de rebondir sur l'excellente intervention de notre avocat, c'est finalement, je pense que si les rescapés, si les parents endeuillés constatent qu'au sortir de ce procès se construit un grand récit partagé. La mémoire collective. Que se construit, voilà, que la mémoire collective se nourrisse des pièces d'instruction, du très riche réquisitoire définitif, du très riche, l'OMA, ordonnance de mise en accusation, de toutes les pièces du dossier, s'ils se nourrissent de tous les reportages que vous faites, parce que je le dis sans flagornerie, il y a un travail énorme de fait par les médias, et là, ça, si on arrive à faire en sorte que une histoire du 13 novembre soit prise en charge par l'ensemble de la société française, ça sera une victoire. Un mot sur la victoire, sur la mémoire collective, pardon, puisque victoire. Denis Péchanski a évidemment plus que raison. La raison pour laquelle on a beaucoup de gens de notre association qui participent aux travaux que vous menez, parce qu'on s'est très vite rendu compte que c'était essentiel de construire cette mémoire collective. Pendant le procès, en tout cas, le risque qu'on voit poindre, c'est que certains se sentent dépossédés de leur histoire. Ils considèrent que c'est leur histoire, ce qui leur est arrivé personnellement. Et le brouhaha médiatique, l'ampleur du procès, de ce procès hors norme. Donc l'ampleur, la présence, la surreprésentation de l'événement médiatique, de ce procès qui va durer 9 mois, les gens se disent c'est plus mon histoire. Mais effectivement, ça a vocation à devenir l'histoire collective. Ouais. Maître Frédéric Forgue, sur cette question de la mémoire collective, quel est votre sentiment? Là, je m'adresse peut-être même aux citoyens, à l'avocat, mais aux citoyens que vous êtes. C'est-à-dire la victoire viendra lorsqu'on aura construit finalement un récit commun, peut-être pas seulement celles et ceux qui ont été touchés dans leur chair ou qui ont un syndrome de stress post-traumatique, mais l'ensemble de la société française. Vous savez, qui résulterait de ce procès, j'aimerais y croire, mais j'en suis pas certain. Vous savez, le procès, c'est le lieu de l'antagonisme, par définition. Donc on peut, chacun se fera sa vision du dossier. Il y aura possiblement un appel, je ne sais pas. Il faudra digérer tout ça. Je ne peux pas vous répondre. C'est pas le rôle de la justice, en gros, vous nous dites. Je ne sais pas si ça va. C'est pas le rôle de la justice. Est-ce possible? C'est la question que je me pose. Un petit mot. Après, pour dire, un procès de 9 mois, un éventuel procès en appel, permettra quand même d'échanger, évidemment. Maître, c'est pas le rôle de la justice, mais de fait, la justice est l'un des vecteurs de la construction d'une mémoire collective, comme les médias, comme l'éducation. Voilà. Allez, le dernier mot peut-être à vous, Bertrand Gauthier. Tiens, peut-être une question qui vient pour les plus jeunes, les jeunes. C'était il y a près de 6 ans quand même. Il y a des gens qui ont 20 ans, qui étaient petits. Quel est le message que vous voudriez donner aujourd'hui aux jeunes Français, aux jeunes Belges, d'ailleurs, qui nous regardent et qui... C'est un événement qui, fait donc aussi partie de leur vie, puisqu'ils en entendent parler en permanence. On a compris dès le lendemain que c'est déjà un événement qui avait touché tout Paris, et pas simplement les gens du 11e arrondissement. Et la France. Tout Paris c'est ce que je veux dire, de plus en plus largement. 24 nationalités représentées parmi les victimes, donc c'est évidemment un événement qui a touché le monde entier. Pour les jeunes, c'est difficile de dire quelque chose, mais... Profiter de la vie, peut-être. On peut construire du beau sur une laideur pareille. Merci. Et c'est pour ça qu'on se mobilise en tant qu'association, pour essayer de reconstruire quelque chose de nettement moins vilain que ce que ces gens ont voulu nous imposer. Construire du beau sur le lait, ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci beaucoup, Denis Péchanski, Bertrand Gauthier. Merci, Maître Frédéric Forgue, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions en cette journée particulière pour vous. Donc